On va passer ensuite à nos Élodie, le docteur Cano et le docteur Masson, qui vont nous présenter, nous faire un petit rappel sur la médecine polyvalente et sur la prise en charge des patients qu'elles ont dans leur service et qui, de par leur âge, présentent probablement une polypathologie et qui nécessite d'avoir une vision très transversale. Merci. Bonjour, je m'appelle Élodie Masson et je viens pour vous présenter le service de médecine polyvalente qui a été récemment créé à l'hôpital d'Aix en décembre 2019, dont les débuts ont, comme vous l'imaginez, été perturbés bien sûr par le Covid, mais qui va retrouver ses fonctions normales. Donc, le service de médecine polyvalente de l'hôpital d'Aix, c'est un service d'hospitalisation complète, c'est un court séjour. Nous avons actuellement 20 lits répartis sur 2 étages. Donc, on fait des admissions non programmées via les urgences exclusivement. Nous sommes 4 médecins à exercer, le docteur Cano et le docteur Géraud qui sont urgentistes de formation, le docteur Vella qui est généraliste et moi-même qui suis de formation interniste et gériatre. Donc l'objectif du service de médecine polyvalente est de réaliser une prise en charge globale de patients qui ont une indication aiguë à être hospitalisés. Alors on va essayer de voir de manière un peu plus concrète quels sont les patients qui ont vocation à être hospitalisés dans notre service. Il y a plusieurs profils différents de patients qu'on va retrouver chez nous. Déjà, il y a les patients qui, à l'issue de leur séjour aux urgences, présentent des symptômes qui ne permettent pas de poser un diagnostic précis, chez qui il faut faire plus d'investigations, qui seront éventuellement après, secondairement, réorientés ou pas. Ensuite, des patients qui ont besoin d'être hospitalisés pour un problème dont la spécialité n'a pas de lit d'hospitalisation à l'hôpital, comme par exemple l'infectiologie ou la dermatologie. Ensuite, on peut avoir des patients qui présentent des pathologies spécifiques d'un organe, mais où le simple avis du spécialiste va suffire, ou alors même ne sera pas nécessaire, une bronchite, une pyélonéphrite, par exemple. Ensuite, on va voir les patients polypathologiques, où là, vraiment, il y a la vraie plus-value, je pense, de notre service. Des patients qui ne relèvent pas uniquement d'un service, mais qui vont avoir besoin d'une prise en charge coordonnée entre différents spécialistes. On accueille aussi des patients âgés, mais qui ne présentent pas de fragilité ou de comorbidité gériatrique qui justifie de leur hospitalisation en gériatrie. On accueille des patients qui souffrent de pathologies psychologiques ou d'addiction avec un problème somatique et enfin des problématiques sociales en dehors de la gériatrie. Donc pour essayer de mettre un peu des idées concrètes sur ces différents profils, je vous propose de vous présenter les cas cliniques de 2 patients récemment hospitalisés dans notre service. Alors je vais d'abord vous présenter le cas de Monsieur G, patient de 74 ans qui se présente aux urgences pour une dyspnée. Donc c'est un patient qui a comme antécédent une maladie de Crohn qui n'est pas suivie, un infarctus du myocarde pour lequel il a bénéficié d'un stent il y a moins d'1 an, une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection à 15% et un TAVI. Donc le patient se présente pour dyspnée, on retrouve effectivement à l'examen une toux productive, des crépitants bilatéraux très marqués, un reflux hépato-jugulaire. Et puis, en parallèle de ça, il nous rapporte des diarrhées chroniques avec jusqu'à 20 selles par jour dans ce contexte de maladie de Crohn, des douleurs chroniques très invalidantes des membres inférieurs et du dos qui entraînent une très importante limitation de ses activités quotidiennes. Et puis, on retrouve aux urgences un taux de glycémie à 3,6 grammes chez un patient qui ne se sait pas diabétique avec une cétonurie. Et enfin, le patient nous rapporte un syndrome dépressif qui est évident. Il y a des idées suicidaires immédiatement évoquées et une rupture thérapeutique puisque sur l'ensemble des traitements, il ne prend que ceux que j'ai mis en rouge. Donc il ne prend aucun de ces traitements cardiaques, il ne prend pas son duoplavin pour son stent, aucun diurétique, rien. D'un point de vue paraclinique, on retrouve ce qu'on pouvait attendre, un syndrome inflammatoire biologique, une élévation du BNP dans ce contexte d'insuffisance cardiaque gauche clinique. Et puis on confirme l'hyperglycémie avec une hémoglobine glyquée à 11,5 chez un patient qui ne se sait pas diabétique. Alors, où on va hospitaliser ce patient? Il n'y a pas beaucoup de suspense quand même. Mais... Au premier plan,
Au premier plan, on a une décompensation cardiaque globale chez un patient qui a une fraction d'éjection à 15%, qui prend aucun de ses traitements et qui vient juste d'avoir un stent à l'hôpital. Donc on serait tenté de l'hospitaliser en service cardiologie. Les cardiologues sont d'accord, mais ils disent oui, mais moi par contre le diabète, et oui, parce que le patient il a une décompensation acidocétosique, il a une seringue électrique d'insuline. Il va falloir introduire un traitement de fond. Alors, il serait bien en endocrino pour l'éducation thérapeutique, etc. Mais le problème, c'est que ce diabète, il est cortico-induit. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, il est sous 30 mg de soluprète pour sa maladie de Crohn, que personne ne suit. En plus, ça ne marche pas, puisqu'il a 20 selles par jour. Donc, il faut absolument s'occuper de cette maladie de Crohn. Mais ce qui fait que ce patient ne prend pas ses traitements et qu'il est en rupture thérapeutique, c'est qu'il est très déprimé, parce qu'il a des douleurs constantes. Donc, il est capital de régler ce problème de douleur pour avoir une meilleure adhésion thérapeutique. Et on se dit, est-ce que ces douleurs, ce ne serait pas une spondylopathie associée au Crohn? Là, il faut vraiment faire le point avec les rhumatologues. Et puis, il faudra qu'il voie les psychiatres. Et bien sûr, pour couronner le tout, il n'a pas de mutuelle et il est isolé socialement. Donc, on a une vraie nécessité chez ce patient de coordination, de soins, de spécialistes pour une prise en charge globale. Donc le patient est hospitalisé en médecine polyvalente, où on a essayé d'avancer sur tous les dossiers en parallèle. Donc on a mis en place une antibiothérapie, bien sûr, pour la pneumopathie. On a mis en place un traitement diurétique par l'Azilix et la seringue électrique. Et puis on a repris ces traitements cardiaques en se coordonnant un peu avec les cardiologues. Est-ce qu'on reprend tout de suite le bêta-bloquant plus tard, etc. On a pris en charge le diabète, l'insuline IVSE, et puis le traitement de fond, et puis débuté l'éducation thérapeutique. Et puis on a refait le point un peu avec les gastro-entérologues. On a essayé de commencer à baisser cette corticothérapie, mais sous couvert d'autres traitements. On a refait des explorations pour stadifier un peu sa maladie de Crohn. Et puis en parallèle, on s'est donc attaché à essayer de comprendre ces douleurs. Finalement, c'était pas tant une spondylopathie, les rhumatologues nous ont aidés à y voir plus clair, mais peut-être plus une neuropathie périphérique liée elle aussi au diabète. Et puis l'équipe de psychiatrie de liaison, bien sûr, nous a aidés à prendre en charge ce patient, notre assistante sociale, les nutritionnistes, etc. Donc ça, c'est bien sûr un patient qui, après, quand il est rentré chez lui, il est sorti avec un rendez-vous pour être hospitalisé de manière programmée en endocrinologie, pour bien refaire le point sur le diabète et bien refaire l'éducation thérapeutique, un rendez-vous avec le cardiologue, etc. Un parcours de soins un peu coordonné à l'issue. Donc on va passer au deuxième cas. Donc il s'agit d'une dame, patiente de 72 ans, qui est adressée aux urgences pour altération de l'état général et hyponatrémie sur un bilan de ville. Donc en fait, l'histoire qu'elle nous raconte, cette dame, c'est que ça fait 3 ans que ça ne va pas, qu'elle est très fatiguée, qu'elle ne mange rien parce qu'elle a tout le temps des nausées, qu'elle vomit, et en plus de ça, il y a l'apparition récente d'un érysipèle du membre inférieur. Donc elle a un peu plus d'antécédents, enfin d'autres, il était pas mal évidemment, une hypothyroïdie, fibrillation auriculaire, cardiopathie ischémique, hypertension artérielle et insuffisance rénale chronique. Donc aux urgences, effectivement, on confirme l'hyponatrémie modérée mais réelle qui avait été mise en évidence en ville à 129 mmol par litre. Et puis surtout, on voit que cette patiente, elle présente un tableau d'insuffisance cardiaque gauche clinique, une élévation du BNP au niveau biologique. Puis on retrouve une anémie à 9 grammes par décilitre. On confirme l'érysipèle avec un syndrome inflammatoire biologique. Puis on note au passage aux urgences qu'elle fait une petite hypoglycémie. C'est une patiente qui n'est pas diabétique. Elle est resucrée aux urgences. Et puis on a quand même la plainte principale, elle, de la patiente, c'est pas cette hyponatrémie, c'est sa fatigue, ses nausées, ses vomissements et son amaigrissement. Donc voilà, c'est pareil, cette patiente, elle a besoin de tout le monde. Quel problème régler en premier? Elle est adressée dans le service de médecine polyvalente pour essayer de trier un petit peu tout ça et de prioriser. Donc, dans la prise en charge de cette patiente, on a commencé par le plus simple, toujours, une antibiothérapie pour l'érysipèle, ça c'est bon. On a majoré ses diurétiques puisqu'elle était en insuffisance cardiaque gauche, on a retenu comme facteur déclenchant le sepsis. On a exploré l'hyponatrémie. Alors les premiers résultats, le ionogramme urinaire était en faveur d'un syndrome inapproprié d'ADH, donc on a mis en place une restriction hydrique. Bien sûr, elle nous a fait une petite insuffisance rénale aiguë suite aux diurétiques, on a suspendu ses IEC. Et puis on constate à nouveau une hypoglycémie dans le service, et là on se dit qu'il faut quand même aller explorer ça, parce que c'est anormal. Et puis on va essayer de faire le point sur le problème principal de cette patiente, qui est très dénutrie. Elle a une albumine à 23, elle n'arrive plus à faire quelques pas chez elle tellement elle est fatiguée. Donc en parallèle de la prise en charge par les diététiciens, on fait un scanner thoraco-abdominopelvien qui est normal, on ne retrouve pas de la néoplasie qu'on cherchait. Et on fait une fibroscopie œsogastro-duodénale qui elle aussi est sans particularité.
Donc, ce bilan de débrouillage ne répondant pas à nos questions, on a quand même une asthénie importante, une hyponatrémie, une hypoglycémie, et ça justifie un bilan endocrinologique un peu plus poussé. Au niveau thyroïdien, pas d'anomalie, peptide C a baissé, ce qui était attendu dans ce contexte d'hypoglycémie, mais on retrouve un cortisol effondré, ce qui témoigne d'une insuffisance surrénalienne avec un CTH inadapté puisque bas, ce qui plaide en faveur d'une insuffisance surrénalienne d'origine centrale. Donc, une fois qu'on évoque ce diagnostic, on s'est tout de suite mis en lien avec nos confrères endocrinologues qui nous ont donné leurs conseils pour l'opothérapie substitutive qu'on a débuté en urgence, et puis ils nous ont donné également leurs recommandations pour le bilan étiologique de cette insuffisance surrénalienne. Donc l'insuffisance surrénalienne, elle est d'allure centrale. Donc la première chose que nous ont conseillé nos collègues, c'est de rechercher vraiment une prise de corticoïdes dont l'arrêt brutal aurait pu entraîner cette insuffisance surrénalienne. Donc on a bien réinterrogé la patiente, on a appelé son médecin traitant. Pas de prise de corticoïdes, même en cure courte, pas d'infiltration articulaire, pas de dermocorticoïdes. On a complété le bilan biologique, dosage de prolactine, FSH, LH qui étaient normaux, l'IGF-1 a baissé, et puis on a réalisé l'examen clé, qui est l'IRM hypophysaire, qui nous a montré la cause de cette insuffisance surrénalienne centrale, puisqu'on retrouvait un arachnoïdocèle intracellaire. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Donc la supplémentation par hydrocortisone, c'était très satisfaisant parce que ça a un effet spectaculaire. En quelques jours, la patiente, elle n'a plus de nausées, elle remange, elle a de l'appétit, elle sort de son lit, elle marche dans le service, alors que ça faisait longtemps qu'elle dépérissait, entre guillemets, à la maison. Alors, l'arachnoïdocèle intracellaire, je ne connaissais pas non plus, avant de rencontrer cette dame. Donc c'est une pathologie rare. Il s'agit d'une hernie à travers le diaphragme cellaire de l'arachnoïde, qui est rempli de liquide céphalorachidien et donc qui refoule l'hypophyse en dehors de la selle turcique et qui entraîne cette insuffisance hypophysaire. Ça peut être primitif ou secondaire à une chirurgie, un traumatisme ou une radiothérapie. Et l'examen qui permet de porter le diagnostic, c'est l'IRM hypophysaire. Les symptômes les plus fréquents, ça va être une altération de l'état général, un hypopituitarisme ou une hyperprolactinémie par défaut de rétrocontrôle négatif sur la production de prolactine. Donc là, je vous ai mis son IRM hypophysaire. En haut, vous avez une IRM normale et en bas, l'IRM de la patiente. On voit bien que la selle turcique à gauche est remplie de liquide céphalorachidien et que l'hypophyse n'est pas visible. Là, vous avez les coupes coronales où on voit, en comparant avec l'IRM normale, une selle turcique vide. Donc en conclusion, le service de médecine polyvalente à l'hôpital d'Aix, c'est un service d'aval des urgences où on hospitalise les gens qui ont des problèmes aigus nécessitant une hospitalisation. On ne fait pas d'hospitalisation, même pour les patients polypathologiques, pour un check-up complet parce qu'il a plein de problèmes. Non, c'est quand même un patient qui a besoin d'être hospitalisé. On réalise une prise en charge globale de patients de pathologies diverses et, si nécessaire, coordonnée avec les différents spécialistes, avec, si cela se justifie, une possibilité, secondairement, de réorientation du patient vers un service spécialisé. Je vous remercie de votre attention.